Merci infiniment de m'avoir invité ici dans cet amphithéâtre où je suis le cours habituellement. Donc, je suis passée d'une position à une autre. Et puis également de m'avoir invité à une période finalement de ma vie où peut-être je réfléchis moins, et bien me remettre au travail. Donc, c'est tout à fait stimulant. Alors, je voudrais vous parler, j'ai choisi comme intitulé « Repenser la condition juridique des travailleurs ». Et puis, en avançant justement dans mes recherches, j'ai rajouté une précision dans une économie disruptive. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Alors, bien que les exposés que nous avons entendus ce matin aient montré et bien mis en lumière la fertilité de la pensée de Simone Veil, j'avoue, dans un premier temps, avoir eu quelques difficultés à tirer des travaux de Simone Veil des leçons utiles du point de vue du droit, dès lors que depuis hier, nous sommes invités à réfléchir aux conditions du travail, notamment, et plus largement également de l'économie, dans un contexte économique très différent de celui dans lequel elle a fait l'expérience du travail en usine. En effet, nous sommes passés d'un modèle d'entreprise intégré, qui était celui de l'époque de Simone Veil, à une organisation productive en réseau, d'une organisation du travail conçue par des ingénieurs, l'organisation scientifique du travail, le taylorisme, à une organisation aujourd'hui davantage programmée par des algorithmes, d'une logique de productivité du travail à ce qui était rappelé tout à l'heure, une logique de performance des travailleurs. Et j'ai donc éprouvé cette difficulté jusqu'à la rencontre des travaux d'un économiste, d'ailleurs cité hier par Alain Supiot, Joseph Schumpeter, pour lequel le capitalisme n'est rien d'autre qu'un type ou une méthode de transformation économique. Et tandis que Simone Veil faisait l'expérience du taylorisme, Schumpeter théorisait le processus qui, selon lui, permet au capitalisme de se perpétuer, un processus de destruction créatrice. Et c'est un terme qui est à nouveau réutilisé dans un certain nombre de travaux économiques contemporains. Et dès lors, regarder les formes actuelles d'organisation du travail avec le même œil que Schumpeter, c'est-à-dire comme une phase de ce processus, m'a alors permis de prendre toute la mesure de la fécondité de la pensée de Simone Veil pour aborder les questions d'aujourd'hui. Dans une série d'ouvrages publiés entre 1934 et 1942, Joseph Schumpeter démontre que le système économique n'est jamais stationnaire, que sans cesse l'innovation et le progrès technique le bousculent de l'intérieur, entraînant la destruction des éléments jugés dépassés, la création de nouveaux, exposés eux-mêmes à disparaître sous la pression d'autres innovations. Et il souligne que le changement est structurel avant d'être quantitatif. Alors, s'il voit dans ce processus le véritable ressort du capitalisme, il n'en souligne pas moins qu'il ne se manifeste pas constamment avec la même intensité, que bien au contraire, la destruction créatrice connaît des cycles longs au rythme des grandes mutations technologiques. Et il m'a semblé que cette analyse valait tout particulièrement pour la période contemporaine. Chacun de nous perçoit en effet le flux continu d'innovation que les nouvelles technologies de l'information et de la communication rendent pensables et possibles à l'échelle de la planète. Et surtout, les remises en cause qu'elles suscitent, et pour ne prendre que quelques exemples, dans les différentes filières telles que le textile ou l'automobile, les divers segments de la chaîne de production sont désormais répartis entre plusieurs continents, et ces chaînes de valeur mondiale font éclater tous nos cadres institutionnels. Deuxième exemple, nous sommes tous témoins et surtout utilisateurs d'un nouveau modèle d'organisation des services à partir de plateformes numériques telles que Google ou encore Uber. L'expression « innovation de rupture » résume parfaitement l'objectif qui anime leurs concepteurs.
pour étendre le marché, bousculer les positions établies, court-circuiter les règles du jeu. Ce qui, évidemment, pour les juristes, est très troublant. Sans oublier, naturellement, les nouvelles formes de travail numérique, télétravail, travail à distance, en réseau, où la tâche, le projet ou encore la mission remplacent l'emploi. Alors, par rapport à la révolution industrielle vécue et analysée par Simone Weil, deux éléments méritent d'être soulignés. Tout d'abord, l'ampleur du phénomène qui conduit à parler aujourd'hui de disruption, mot qui signifie faire éclater et qui évoque l'idée de fracture. Fait plus troublant, le processus de destruction créatrice, théorisé par Schumpeter, est aujourd'hui présenté, notamment dans les travaux des institutions européennes, comme le meilleur modèle de croissance, voire le seul modèle de croissance, dans des pays qui, tels la France, sont à la frontière technologique. Ainsi, et c'est cela qui mérite d'être observé, ce processus change subrepticement de statut. De modèle descriptif dans les travaux de Schumpeter, il devient un horizon politique dans les États membres. Alors, autant de facteurs qui, bien évidemment, bousculent nos grilles de lecture ou tout au moins nous obligent à changer nos manières de les faire fonctionner. Et Simone Weil avait déjà eu cette intuition au moment où se diffusait le modèle industriel et l'organisation scientifique du travail. Aussi invitait-elle, avec la puissance d'analyse qui était déjà la sienne en 1934, carrément à tout remettre en question. Elle voyait dans cette exigence le seul moyen de ne pas vivre une époque privée d'avenir. Un tel projet la conduisit à renverser la définition du travail sur laquelle reposait le taylorisme. Tandis que ce dernier pensait l'homme dans son rapport avec ce qu'il produit, Simone Weil préconise de penser le travail dans son rapport avec l'homme qui l'accomplit. Adoptant à notre tour cette approche du travail, je vous propose d'examiner successivement les déplacements conceptuels auxquels Simone Weil nous convie, puis sur cette base, et vous amenant sur le terrain du droit, nous interroger sur la politique du droit qui devrait en résulter pour maîtriser le processus de destruction créatrice. Alors tout d'abord, déplacement conceptuel. À maintes reprises, Simone Weil n'a pas manqué de souligner que le monde est un texte qui se prête à diverses lectures. Ça a été rappelé tout à l'heure. De la perspective adoptée dépend notre représentation des choses, notre manière de penser et d'agir. Et aussi, ne faut-il pas craindre, ajoute-t-elle, de changer de perspective, de se décentrer. Et c'est très précisément ce à quoi elle nous invite dès ses premiers textes à propos du travail. C'est ce que vous indiquez, cesser de le traiter comme une ressource, un objet de gestion, pour y voir plutôt l'expression de la personne. Et c'est à ce prix, précise-t-elle, qu'il deviendra la valeur la plus haute par son rapport avec l'homme qui l'exécute et non par son rapport avec ce qu'il produit. Par cette formule, Simone Weil nous conduit à dépasser la conception économique du travail qui réduit ce dernier à une composante de l'organisation productive, une chose quantifiable et partageable, pour y voir une œuvre proprement humaine, ce par quoi l'être humain transforme le monde et lui imprime sa marque. Alors l'adoption, évidemment, d'une telle perspective la conduit tout naturellement à valoriser ce qui spécifie l'être humain, à savoir que son action est guidée par la pensée. Et cette citation qui me paraît essentielle de Simone Weil, « Les hommes sont des êtres essentiellement actifs et possèdent une faculté de se déterminer eux-mêmes qui ne peuvent jamais abdiquer, même s'ils le désirent,
sinon le jour où il retombe par la mort à l'état de matière inerte. De cette définition découle sa conception de la liberté et, par enchaînement, l'identification des véritables causes de l'oppression et, par voie de conséquence, la possibilité de formuler quelles sont les conditions d'un travail non servile, quel que soit le mode d'organisation du travail. Alors, quelques mots très brefs sur chacune de ces étapes de sa pensée, qui se trouvent déjà exprimées dans ses réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, qu'elle présente d'ailleurs elle-même comme son grand œuvre. Et effectivement, j'ai été très frappée par la puissance de réflexion qu'elle avait dès 1934. Avec subtilité, Simone Weil commence par montrer que la liberté véritable ne se définit pas par un rapport entre le désir et la satisfaction, mais par un rapport entre la pensée et l'action. Peu importe, dit-elle, que les actions soient en elles-mêmes aisées ou douloureuses, et peu importe même qu'elles soient couronnées de succès. Seul importe que l'être humain dispose de sa propre faculté d'agir. Dès lors, ajoute-t-elle, faut-il être conscient que la servitude se loge dans tout ce qui fait que les actions de l'homme sont réglées non par sa propre pensée, mais lui sont dictées, qu'il est le jouet du besoin. Et Simone Weil observe alors qu'au fil du temps, ces causes se sont transformées. Tandis que l'homme primitif était poussé au travail par la nécessité, sous peine de mort presque immédiate, aujourd'hui, ce sont plutôt les formes pathologiques de la division du travail qui sont source d'oppression. Ces formes pathologiques sont connues, il suffit de les énumérer: parcellisation des tâches, dualisation du marché du travail ou encore division sociale des activités, le plus souvent aux dépens des femmes. Simone Weil a consacré de longues pages à la première, à la suite de son année passée en usine. Elle décrit avec particulièrement de vigueur l'organisation du travail initiée par Taylor et la façon dont elle rendait le travail purement machinal, vidant le travailleur de toute pensée. C'est ce qui nous a été rappelé ce matin. Mais elle eut également l'intuition des autres formes pathologiques de division du travail lorsqu'elle écrivit que le travail ne s'accomplit plus avec la conscience qu'on est utile, mais avec le sentiment de posséder un privilège dont on exclut plusieurs êtres humains du fait même qu'on en bénéficie. Et là, on retrouve évidemment tout le dilemme entre travail et non-travail. Faisant alors retour sur la définition qu'elle donnait de l'être humain, le fait d'être essentiellement actif et la faculté de se déterminer lui-même, Simone Weil peut sans difficulté mettre au jour la contradiction qui habite une telle division sociale, à savoir que toute victoire sur les hommes renferme en elle-même le germe d'une défaite possible. On comprend alors que c'est en cultivant cette contradiction que se profilent les conditions d'un travail non servile. Celles-ci, me semble-t-il, à la lecture des travaux de Simone Weil, sont au nombre de 2. Préserver, retrouver dans le travail ce qui caractérise l'être humain, à savoir le rapport de la pensée à l'action, en d'autres termes, retrouver l'intelligence du travail. Autre exigence, mettre toutes les femmes, tous les hommes, en capacité de faire des choses qui leur permettent de s'inscrire dans le monde et d'y imprimer leur marque, pour le dire autrement, garantir à tous la liberté du travail. Alors, passons de la philosophie, ou en tous les cas de ma lecture de la philosophie de Simone Weil à la politique du droit. Ces 2 exigences nous fournissent une clé, me semble-t-il, pour repenser la condition juridique des travailleurs. Déclinée dans le contexte économique actuel, celui d'une économie de la disruption, de l'innovation de rupture, leur mise en œuvre suggère un projet à 3 branches. Tout d'abord,
canaliser le rêve des algorithmes afin que l'intelligence artificielle ne verrouille pas l'intelligence humaine. Ensuite, agencer représentation collective et expression directe des travailleurs pour entretenir une intelligence plurielle du travail et au-delà du monde, une lecture plurielle du monde. Distinguer enfin liberté du travail et politique de libération du travail, ce qui n'est pas la même chose, de sorte que l'être humain ne soit pas soumis au changement, mais au contraire en conserve la maîtrise. D'où évidemment cette question qu'une juriste ne peut pas ne pas se poser: quels sont les dispositifs de nature juridique qui en rapprochent, quels sont ceux qui en éloignent? Et c'est ce que je voudrais brièvement évoquer devant vous. Alors, avant de répondre à cette question, tout de même une précision doit être donnée. Alors que nous nous plaçons depuis hier à l'échelle du monde, je m'en tiendrai au droit français, c'est-à-dire à un seul ordre juridique, qui plus est national. Non que je considère comme un modèle idéal, exportable, ce qui serait contraire à l'idée même de mondialisation, mais pour une question de méthode. Raisonner à partir d'un système juridique donné s'impose en effet dès lors que l'on cherche à montrer ce qui mérite d'être repensé, sans que cela exclue d'en tirer des enseignements plus généraux sur la politique du droit aujourd'hui pertinente pour maîtriser le processus de destruction créatrice. Alors, cette précision donnée, reprenons chacune des branches de ce projet, d'ailleurs qu'il serait plus juste, plus pertinent de formuler sous forme de questions. Donc, première question, pourquoi et comment canaliser le rêve des algorithmes? Simone Veil, nous l'avons vu, a lutté contre toutes les formes de dissociation de l'action et de la pensée. Si hier, elle faisait le procès du taylorisme, l'attention doit aujourd'hui se porter sur le rêve des systèmes intelligents, question d'une grande actualité dans la presse, ou plutôt sur celui de leurs concepteurs, à savoir la définition et la redéfinition automatique de l'organisation du travail à partir des seules traces que les travailleurs laissent sur les machines. Alors, deux exemples permettront de mieux comprendre en quoi consiste l'intelligence aujourd'hui attendue de la machine. En octobre 2016, la presse évoquait la réorganisation des métiers du courrier entreprise par la Poste. Voilà quelque chose que nous connaissons tous. Désormais, les facteurs sont équipés de smartphones sur lesquels ils enregistrent les différentes étapes du traitement du courrier. Ainsi, l'usager peut-il suivre en temps réel l'acheminement de celui qui lui est destiné, ce que nous faisons. Mais à cette première fonction, une seconde fut ajoutée à titre expérimental. Calculer les tournées et leur durée à partir de l'ensemble des informations enregistrées sur les smartphones. De façon plus générale, il s'observe que les chaînes de production sont de plus en plus souvent infiltrées de capteurs qui autorisent une évaluation en temps réel des cadences. Grâce à la vitesse de calcul des algorithmes, ceux-ci permettent en retour d'ordonner les actes à accomplir. Dit autrement, la figure du contremaître disparaît au profit du résultat d'équations qui pilotent les comportements. Les machines sont programmées pour déterminer et redéterminer sans cesse, de façon autonome, les objectifs à atteindre, les tâches à effectuer, les produits à livrer. Le traitement algorithmique donne aux ordinateurs des instructions pour trier, traiter, agréger et représenter à très grande vitesse la masse des traces de l'activité humaine. Tous les faits et gestes des travailleurs deviennent ainsi des données sur lesquelles s'exerce le calcul. Conséquence, dans ce modèle d'organisation du travail, le travailleur est réduit à ce que trahissent ces traces. Il n'est pas inscrit dans une position, pris dans des rapports sociaux, soumis à des forces multiples qui s'exerceraient sur lui.
On assiste ainsi à une disparition de la personne dans les deux sens du terme. Il devient impossible d'être absent, de n'être personne, car le travailleur ne peut pas ne pas laisser de traces. Il devient impossible de compter en tant que personne, car les algorithmes parlent de nous et pour nous. Alors, on prédira volontiers que ce mode d'organisation du travail renferme en lui-même le germe d'une défaite possible, pour reprendre la formule de Simone Veil, car les travaux des sociologues l'ont amplement montré, quel que soit le travail prescrit, le propre du travail n'est-il pas de confronter le travailleur à l'imprévu, à l'imprévisibilité, aux limites de la science et de la technique? Et n'est-ce pas justement dans cette expérience-là que se forment de nouvelles habiletés, richesse première, si on y réfléchit bien, dans une économie qui prône justement l'innovation? On ne peut pourtant pas exclure l'attrait qu'exercent les algorithmes et que cela fasse prospérer donc ce phénomène des systèmes intelligents dans le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, de façon très significative, l'Association française de droit du travail est invitée à réfléchir justement au développement et à l'éthique des algorithmes dans les entreprises. Dès lors, faut-il se demander quel principe juridique solliciter pour préserver un équilibre entre intelligence artificielle et intelligence humaine? Première voie possible, de façon générale, les programmes de calcul sont conçus et administrés par des prestataires extérieurs à l'entreprise, et une première exigence pourrait être une exigence de transparence. Cette exigence connaît une première déclinaison lorsque l'administration prend une décision individuelle sur le fondement d'un traitement algorithmique. Depuis la loi du 7 octobre 2016, destinée à faire de la France une république numérique, l'intéressé peut demander à ce que lui soient communiquées les règles définissant ce traitement, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre. Et c'est le fameux traitement APB qui est à l'origine notamment de ce texte. Dans les entreprises, il est parfaitement envisageable que les élus du personnel puissent solliciter pareille communication lors de la mise en place d'un nouveau programme. Autre voie, lorsque la mise en place d'un système intelligent entraîne une augmentation de la charge de travail, on peut également songer à invoquer les dispositions de la législation du travail destinées à préserver la santé des travailleurs. L'employeur, est-il énoncé, doit prévenir toute altération de la santé physique et mentale, et la Cour de cassation en a déduit que son obligation de sécurité était une obligation de résultat qui faisait sentir ses effets juridiques jusque dans les formes d'organisation du travail. Mais plus fondamentalement, ne pourrait-on pas solliciter le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation? Ainsi formulé, ce principe préserve, protège moins l'individualité de chacun que la qualité qui nous est commune, qui nous unit, qui fait lien entre nous, à savoir que chacun, chacune incarne l'esprit humain, l'intelligence humaine. Au plan philosophique, ce principe s'oppose à tout ce qui tend à traiter l'homme comme une chose, à le réduire à du vivant, sans égard pour sa dimension intellectuelle, spirituelle, dirait Simone Veil. Dans le champ juridique, ce principe a valeur constitutionnelle et dès lors son respect s'impose tant aux acteurs publics qu'aux acteurs privés dans l'exercice de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs. Aussi pourrait-il être invoqué pour canaliser les usages des systèmes intelligents. S'agit-il d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers, une meilleure administration des choses, ou bien le système est-il destiné à administrer les personnes comme des choses, en méconnaissance de leur commune dignité, de leur commune intelligence?
Alors, après avoir plaidé la nécessité de préserver ou retrouver dans le travail ce rapport de la pensée à l'action, suivant Simone Weil, on peut observer que dans ses écrits de Londres, elle ajoute que permettre aux travailleurs, comme à toute personne, de s'exprimer est un besoin premier de l'intelligence. Et donc, évidemment, c'est cette référence à la liberté d'expression qui retient l'attention. Mais inutile de dissimuler le côté dérangeant des préconisations de Simone Weil en ce domaine, dans un système de relations professionnelles qui, déjà à l'époque de Simone Weil, privilégiait l'expression des organisations syndicales et des partis politiques. D'où cette deuxième question. Dans quel but donner une place à l'expression directe des travailleurs et comment l'agencer avec leur représentation collective? Je reviens naturellement à Simone Weil et en liant dans sa déclaration des devoirs envers l'être humain, liberté d'expression et besoin de l'intelligence, Simone Weil entendait signifier que l'exercice de la liberté d'expression participe de l'intelligence du monde, que seul l'exercice de cette liberté autorise, par des lectures superposées, plurielles, une véritable connaissance de la réalité. C'est ce qui nous était rappelé tout à l'heure. Mais ce qu'il faut ajouter aussitôt, c'est que Simone Weil développe un pluralisme exigeant dans ce qu'elle nomme une pratique de l'attention. Pour apercevoir la réalité, le lecteur doit sortir de sa perspective propre et ne doit pas craindre de se décréer, de se vider, de se décentrer. Au fond, pour Simone Weil, la liberté d'expression, c'est tout autre chose qu'une expression animée par le souci de soi. Si l'expression est individuelle, elle est fondamentalement collective par son horizon. Dans cette optique, Simone Weil préconise la constitution de groupements d'idées. Sans méconnaître la mission de défense des intérêts des travailleurs remplie par les organisations syndicales, elle juge que l'exercice collectif de l'intelligence appelle quelque chose de plus. Des lieux d'échange, dit-elle, des milieux plus ou moins fluides, où il y ait réellement circulation d'idées et témoignage tangible de cette circulation. Bref, une forme horizontale d'exercice de l'intelligence. Non sans une certaine audace, la loi du 4 août 1982, relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, justement, a repris cette manière de concevoir l'exercice de l'intelligence en attribuant aux salariés un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Mais, dans l'esprit des concepteurs de ce texte, que l'expression soit directe ne signifiait pas une remise en question des attributions des institutions représentatives du personnel. Elle avait plutôt vocation à nourrir leur action et plus largement à éclairer la politique, la compréhension de l'entreprise. Cependant, l'exercice effectif de ce droit supposait qu'employeurs et organisations syndicales se mettent d'accord sur les modalités concrètes de réunion au sein de l'entreprise et plus encore sur l'usage qui serait fait du fruit de cette expression directe. Or, rares sont les entreprises dans lesquelles cette négociation a été ouverte, au point que ce droit est progressivement tombé dans l'oubli, sans pour autant disparaître du Code du travail. Par contraste, il est intéressant d'observer que dans la dernière réforme du Code du travail, celle datant de cet été, l'expression des salariés prend une autre forme et surtout nourrit un tout autre dessein. Une place est donnée au référendum dans un cas précis, lorsque les syndicats majoritaires dans l'entreprise ont refusé de signer un accord collectif. Les syndicats minoritaires peuvent alors demander à l'employeur d'organiser une consultation des salariés visant à valider l'accord. Alors, certains soutiendront ou ont soutenu qu'en cas de dissension syndicale,
donner le dernier mot aux salariés, c'est-à-dire à ceux auxquels l'accord a vocation à s'appliquer, est démocratique. Cependant, il me semble que ce qu'il faut noter, c'est que cela revient à ignorer qu'ils sont invités à se prononcer sur un texte à l'élaboration duquel ils n'ont nullement participé, et sans qu'ait été institué le moindre moment d'échange préalable au vote, ce moment où chacun est conduit à sortir de sa perspective propre, et du coup, n'est-ce pas favoriser le chacun pour soi, c'est-à-dire tout le contraire de la pratique de l'attention défendue par Simone Veil. Alors, ce cours pris par la législation est d'autant plus déconcertant qu'une politique d'innovation bien comprise devrait promouvoir le savoir et la créativité des travailleurs plutôt que cultiver leurs égoïsmes. Qu'en conclure, si ce n'est qu'il ne faut pas craindre, dans une économie disruptive, de remettre à l'ordre du jour peut-être les dispositions de la loi de 1982, peut-être les retravailler, y réfléchir à nouveau, en intégrant ce qui a été dit hier, effectivement, sur cette dimension expérimentale de certains moments de vie des personnes, de sorte que, pour initier, de sorte que ce mouvement, puisque nous sommes en phase perpétuelle de mouvement, de sorte que le mouvement vienne de l'intérieur et préservé de la sorte, et ne soit pas imposé de l'extérieur, et préserver de la sorte une lecture plurielle du monde. J'en arrive à la dernière question, puisque le temps presse maintenant. J'ai 5 minutes, j'espère. Permettre à chacun d'y imprimer sa marque suppose également de reconsidérer la liberté du travail. Et là, nous allons revenir rapidement à une question évoquée tout à l'heure. Question, effectivement, quelle signification donner à la liberté du travail aujourd'hui, et surtout comment la distinguer d'une politique de libération du travail, ce qui me semble être une question d'une grande actualité. Alors, bien que Simone Veil se soit livrée à de longues réflexions sur la liberté, il semble qu'aucun de ses manuscrits ne mentionne la liberté du travail. Sans la nommer, elle n'en a pas fait moins apparaître la centralité de cette liberté dans les pages qu'elle a consacrées à l'enracinement. Et pour aller vite, je passe sur ces citations, mais simplement ce que je voudrais dire, c'est que, ainsi que l'a amplement souligné Alain Supiot, j'y reviens, seule l'adoption d'une vue compréhensive du travail permettra de satisfaire ce besoin d'enracinement. Il nous faut cesser de réduire le travail à la prestation fournie dans le cadre du contrat de travail, c'est-à-dire à une valeur d'échange sur un marché, pour prendre en considération la diversité des activités humaines utiles à la collectivité et permettre à toute personne de les expérimenter au cours de la vie. Alors, à son tour, cette définition compréhensive du travail invite à reconsidérer le sens donné à la liberté du travail, si historiquement l'approche en a été plutôt négative, comme obstacle à l'action collective. On peut en avoir une approche beaucoup plus dynamique, dès lors que cette liberté, pour reprendre la formule de Simone Veil, est classée parmi les devoirs envers l'être humain, ceux destinés à lui donner la capacité d'exprimer ses talents et de faire des choses qu'il a des raisons de valoriser. Et c'est là où, me semble-t-il, il y avait un point de jonction avec la pensée d'André Gorz. Le Parlement français a amorcé cette redéfinition de la liberté du travail en formulant une série de nouveaux droits que je vais me contenter d'énumérer. Droit à la formation professionnelle pour toute personne et tout au long de la vie, possibilité de prendre un congé non rémunéré pour opérer une reconversion professionnelle, aussi bien que dans un but de solidarité familiale ou d'engagement citoyen, et ce mouvement est en train de s'étendre, notamment au-delà du salariat, aux professions indépendantes. Et cet été, reconnaissance d'un droit à la déconnexion numérique afin de borner le temps de travail subordonné. Alors, sans sous-estimer l'intérêt de ces nouveaux droits, qui ont été amplement médiatisés,
il n'en faut pas moins relever l'ambivalence de la politique législative. En effet, en même temps qu'une suite de textes donnait de l'épaisseur à la liberté du travail, d'autres déconstruisaient l'organisation collective des temps à partir de laquelle l'exercice de cette liberté a été pensé. De telle sorte que, tournant le dos à la liberté du travail comme devoir envers l'être humain, on passe silencieusement à une politique de libération du travail au service de la compétitivité des entreprises. Où l'on voit, dans ce moment où le discours politique vante les mérites d'un changement de modèle social, la nécessité de ne pas liquider, à cette occasion, ce qui a toujours fait la spécificité du droit social, à savoir la construction d'un cadre collectif dont le respect s'impose à tous, quitte à marcher à contretemps. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Isabelle. Donc, nous sommes de plein pied là avec l'actualité. Nous avons 20 minutes. Nous arrêterons à midi précise. Je ne saurais trop remercier l'auditoire de sa patience, de son endurance, puisqu'on fait des séances sans pause. Et on arrêtera à midi, ce qui permettra d'avoir une pause généreuse avant la séance de cet après-midi. Donc, la discussion est ouverte. Peut-être pour l'entamer, est-il bien nécessaire de mobiliser la dignité ? Oui, j'étais certaine de cette question, à la suite notamment de l'échange que nous avons eu hier soir, effectivement. Oui, mais pourquoi aussi ne pas la mobiliser ? Il s'agit de mobiliser le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Sans cela, je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'on va mobiliser alors la protection de la santé, simplement. Oui, non, mais parce que juste, on se pose la question, effectivement. Non, je pensais, effectivement. La question est que... J'attendais l'objection, oui. Non, la question est que, bon, le principe de dignité est un principe absolument fondateur, non pas un des principes fondamentaux, c'est un principe fondateur de l'ordre juridique. Bon, en principe, les fondations ne sont pas faites pour être exhibées. Elles restent dans les sous-sols. Donc, il me semble que la question, du point de vue du droit du travail, par rapport au risque d'enfoncement dans la réification ou de déshumanisation qui sont liés à l'usage de ce que j'appelle la gouvernance par les nombres, mérite soit de mobiliser des dispositifs déjà existants, et effectivement, il en existe autour. Le noyau dur se trouve du côté du droit de la santé, me semble-t-il, qui a toujours été le noyau atomique du droit du travail. Il s'est construit au XIXe siècle lorsqu'on a vu que les gens étaient menacés physiquement, que les femmes ne pouvaient plus porter d'enfants, les enfants étaient rachitiques. Ce sont les officiers d'état-major qui ont commencé à s'inquiéter sur l'état des forces physiques de la nation. L'un des problèmes de ces nouveaux outils, c'est qu'ils affectent non les ressources physiques, mais les ressources mentales. Et il y a eu un certain nombre de décisions assez prometteuses de la jurisprudence faisant ressurgir un droit de regard sur les organisations du travail qui était de nature à affecter justement la santé mentale. Et je pense que c'est un levier qui peut être tout à fait efficace. Il y en a d'autres. Il y a tout ce qui relève dans la représentation collective, au droit de se prononcer sur justement les orientations économiques. Nous avons tous ces dispositifs hérités largement de l'après-guerre, enfin, autour du comité d'entreprise. Alors, il est question dans les réformes actuelles de réformer, simplifier la représentation collective.
ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Tous ceux qui sont plongés dans le dédale des dispositions sur le comité d'entreprise comprendront que peut-être on peut y réasseoir le dispositif sur des principes clairs, et ça peut être le moment justement de tenir compte de ces besoins nouveaux. Donc c'est pour ça que j'ai une petite interrogation, parce que c'est vraiment le dernier recours, la dignité, et c'est quelque chose qui est très compliqué à manipuler. J'avais donc une autre question, parce que moi aussi je repensais souvent ces temps-ci aux lois Auroux, qui ont été au fond la dernière réforme réfléchie du droit du travail, au sens où Simone Veil l'aurait entendu, c'est-à-dire du réformisme. Il y avait une certaine vision qui était résumée dans le motto citoyen hors de l'entreprise, on doit être citoyen dans l'entreprise, citoyen dans la cité, on doit être citoyen dans l'entreprise, et qui a décliné un certain nombre d'idées où on retrouve pas mal d'idées de Simone Veil, et même de propositions très précises qu'elle faisait dans ses carnets et ses notations, qui ont été consacrées au fond dans le cadre des lois Auroux. D'ailleurs, du point de vue historique, ce serait intéressant de faire le lien, parce que la paternité intellectuelle de ces textes, Martine Aubry était au cabinet, c'est pas Monsieur Auroux, c'est sûr, même s'il a joué un rôle politique tout à fait louable, c'est pas non plus sa conseillère de l'époque, Martine Aubry, mais c'était vraiment au sein de la CFDT, qui n'était pas la CFDT d'aujourd'hui, qui était un laboratoire d'idées, avec des personnalités comme Jean-Paul Murcier, qui s'inscrivait dans une assez longue tradition, où les liens avec le proudhonisme aussi mériteraient d'être revisités, parce qu'on le sent chez... Alors, c'est donc la dernière réforme, il y a une vision d'ensemble, et ce qui avait animé à l'époque, Isabelle s'en souvient comme moi, un nombre invraisemblable de colloques, c'était le droit d'expression directe et collective, parce que ça apparaissait comme un objet non identifié, nouveau, et puis, pof, ça a redisparu. Et il y a l'idée que ça aurait une actualité. Donc ton rapprochement avec le référendum me paraît très intéressant. Alors quel serait le bon usage du référendum selon toi? Ou est-ce qu'il n'est pas dans son principe suspect? Parce que le référendum, déjà dans la sphère politique, pose éventuellement des problèmes. Mais alors, dans le cas de l'entreprise qui n'est pas une démocratie, ou alors il faudrait le dire, cette transposition... Est-ce qu'il existe des conditions sous lesquelles le recours au référendum d'entreprise te paraîtrait envisageable? Dans la mesure où je me suis inscrite dans la pensée de Simone Veil, je pense que non, parce qu'effectivement, je l'ai lu en tous les cas, j'ai lu son texte comme effectivement une insistance pour échapper à toute forme de totalitarisme et donc permettre à chacun de s'exprimer, mais c'est en même temps ce qui me semblait intéressant, c'est qu'elle insiste quand même aussi sur... elle distingue liberté d'expression et d'opinion, quelque part. C'est-à-dire qu'elle considère que ce n'est pas uniquement une opinion, c'est une expression qui implique une pratique de l'attention, en tous les cas une capacité à se décentrer, à épouser, à être conscient qu'il peut y avoir d'autres perspectives, que l'autre est dans une autre perspective, et donc à tenir compte de l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose que je comprends bien, et je trouve que c'est un élément qu'on pourrait tout à fait réintroduire dans ce moment où on réfléchit sur des nouvelles formes de démocratie ou de démocratie continue. Par contre, le référendum, ça me paraît tout à fait autre chose, c'est-à-dire qu'on vote, mais sans qu'il y ait eu un débat, sans qu'il y ait eu une discussion, et donc c'est quelque chose qui cultive, à mon avis, tous les égoïsmes, le chacun pour soi, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qui est la pensée de Simone Veil. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, je ne vois pas dans quelles circonstances le référendum, surtout tel qu'il est articulé par rapport à la résistance des organisations syndicales majoritaires, à quelque chose de démocratique. Voilà. Alors, en revanche, son appel à... Quand elle rêve, elle dit, bon, il faudrait garder des gens qui s'occupent des gros sous, donc ça veut dire négociation des salaires et du temps de travail, mais nous avons besoin
de lieu et d'organisation d'une délibération collective où ce qu'elle dépeint comme l'attention, on pourrait le dire en faisant un petit décalage, c'est ce que Montesquieu appelait la vertu civique, c'est-à-dire la capacité de dissocier son intérêt individuel et de prendre en considération un intérêt plus large que le sien, qui est une des conditions de fonctionnement de n'importe quel ordre démocratique. Alors, est-ce qu'on peut espérer, dans l'état actuel du syndicalisme, une évolution de ce genre? Bruno Trentin, certainement, était un de ceux qui avait réfléchi, qui aspirait à ce type d'évolution. Je ne sais pas. Il est frappant de voir que les syndicats actuellement sont soupçonnés d'illégitimité. Bon, il faut tout de même admettre que ce sont les derniers, dans les organisations collectives, si on les compare aux partis politiques, que leur ancrage, puisque le mot... que leur ancrage dans la réalité des conditions de vie des classes populaires est certainement beaucoup plus important que celui des organisations politiques. Mais comment est-ce que cette connaissance que les organisations syndicales peuvent avoir pour être mobilisées pour des débats d'idées, pour reprendre la terminologie, qui ne soient pas simplement enfermés dans la contrainte immédiate de la défense, de l'emploi, des niveaux de salaire et de limitation de la flexibilisation du temps de travail. C'est un vaste chantier pour les syndicalistes, certainement. Bien, je propose d'élargir un petit peu notre discussion de juristes à nos amis, si vous ont... vous souhaitiez... Non, ce que disent les juristes ne vous... Ça ne vous intéresse pas du tout. De même, souvent, ça intéresse les juristes, donc ça intéresse aussi ceux qui font de la philosophie, n'est-ce pas? Et le droit est intéressant, bien sûr. Non, je pensais à ces réflexions sur le référendum d'entreprise, effectivement, parce que si, pour qu'il y ait une vraie liberté d'expression, il faut en effet une liberté de pensée. Et si, comme l'a dit Isabelle Vaccari, il faut que cette liberté de pensée, elle s'appuie évidemment sur une capacité d'attention, moi je doute effectivement que le référendum d'entreprise permette cette capacité d'attention, parce que la capacité d'attention qui est attendue par Simone Veil, c'est cette capacité, comme elle le dit après Rousseau, de faire silence, de pouvoir penser dans le silence des passions et au fond dans le silence des intérêts. C'est après cela qu'il peut y avoir un vrai débat, puisque chacun s'apercevra que par la part rationnelle ou raisonnable, enfin rationnelle qu'il y a en lui, il peut s'accorder avec d'autres. Le référendum d'entreprise me paraissait s'appuyer directement, effectivement, sur l'impression, sur l'expression des intérêts. Comment ceux qui sont consultés pourraient-ils penser dans le silence de leurs intérêts dans une entreprise où, de toute façon, on leur demande de prendre une décision sous domination de la politique de l'entreprise et des projets de l'entreprise. C'est le contraire même de l'expression d'une liberté, à mon sens.